Aujourd'hui, nous avons rendez-vous dans le charmant village de Geberschwir. Très peu connu des visiteurs, cette cité médiévale et viticole mérite une halte à plus d'un titre. Calme et authentique, Geberschwir cache un bijou d'architecture, une magnifique église, et c'est derrière celle-ci que nous avons rendez-vous. Peu de gens le savent, mais lorsqu'on est dans le caveau de dégustation du domaine Gross, vous avez la chance de voir l'église sous un angle totalement méconnu. Pour ce nouveau numéro de 321 Domaines, c'est Vincent qui nous servira de guide. Mais débutons sans tarder cette rencontre avec le premier vin. Nous aborderons également le passage à la biodynamie que Vincent a engagé pour le domaine et de l'épanouissement que cette pratique lui a apporté. Donc le trio, c'est un vin qui a vu le jour après les premières macérations qu'on a fait dans les vins de terroir, plutôt pour avoir une approche au vin orange en quelque sorte. Parce que les vins oranges, ça peut être connu effectivement aujourd'hui, on connaît un peu ce monde-là, mais tout le monde ne connaît pas ce principe de vinification de raisins blancs en macération. Donc, et j'avoue même que certains consommateurs négligent le fait que pour en faire un vin rouge, il faut macérer du raisin, quoi. Donc c'est important de le souligner. Et la digestibilité qu'on a dans les vins rouges, on la retrouve à nouveau par le process dans ce type de vin. Et ça permet d'avoir un vin effectivement digeste, sec, exclusivement sec. Ça, c'était aussi un paramètre très important pour nous, parce que dû à nos terroirs assez puissants, on a toujours des maturités assez fortes, des degrés d'alcool aussi avec les millésimes chauds qu'on a eu qui grimpent vite en saison, en période de campagne de vendange. Et effectivement, par rapport à ça, la macération nous permet de canaliser l'ensemble et de créer une harmonie sur le vin et le produit fini, quoi. 2019, premier essai donc. Alors, sur le trio non, 2018. 2018 a été le premier millésime pour trio. Et 2019, le voici. Alors, parle-nous-en. Eh bien, on est sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des terroirs plus de plaine. Trio de grains, donc 3 cépages assemblés, Riesling, Sylvaner et Pinot Gris. C'est bien sûr le Pinot Gris et les 40% de Pinot Gris qui vont tacher le vin, parce qu'on connaît la couleur de cette peau de raisin qui est violette foncée. Maintenant, cette couleur plaît bien, et c'est vrai qu'on a fait ce choix, c'est le seul et unique vin qu'on met en bouteille blanche pour annoncer vraiment la couleur. Dans les vins de terroir, on est plus sur une dimension de terroir, on n'a pas fait ce choix-là du tout parce qu'on veut laisser le bénéfice du doute et laisser. C'est pas un produit marketing, on va dire ça comme ça. Mais Trio est voué à des marchés plus simples avec une clientèle de bar à vin, voilà, pour faire des formules au verre, entre amis. En été, c'est sympa sur des grillades et autres festivités. Exactement, comme en ce moment. Donc 2019, la mise est assez récente, fin avril. On avait le temps pendant le confinement, on a pu faire une mise en bouteille. Et au final, un vin encore relativement jeune. Moi je pense que c'est des vins qui ont besoin effectivement de temps. Simplement sur le paramètre des vins sans ajout, sans soufre, on a quand même un vin qui regoute après la mise en bouteille rapidement. On effectue très peu de transferts et très délicat pendant la mise. Il y a l'effet splashing en bouteille qui va un peu le chahuter, donc ça met des fois 2-3 semaines à se remettre. Là ça fait maintenant 2 mois, c'est en place. Ce sera encore meilleur dans 6 mois et dans 1 an encore davantage, bien sûr. En même temps qu'on goûte ce vin, on va en profiter un petit peu pour parler de ta marque sur le domaine, parce que tu es arrivé en quelle année et pourquoi la biodynamie? Pourquoi? Alors, moi j'étais toujours convaincu des principes de la biodynamie. J'ai fait quelques stages chez des vignerons biodynamiques alsaciens et ça m'a encore plus renforcé dans cette démarche. Et vraiment, quand je suis arrivé sur le domaine en 2006, j'ai tout de suite amorcé sur ce travail de biodynamie, bien avant de me labelliser en agriculture bio, quoi. On a démarré en 2011 la reconversion en bio, mais la biodynamie a toujours existé sur le domaine. Ça a été une suite logique dans le travail qu'avait amorcé mon père, parce qu'il a toujours été aussi assez soigneux, peu interventionniste, peut-être par manque de temps, mais c'était un mal pour un bien, étant donné que voilà, on a toujours un peu d'herbe dans les vignes et des vignes peut-être, on peut dire pas très soignées pour certains, mais moi j'estime qu'il y a aussi beaucoup d'équilibre dans tout cet ensemble. Et puis la biodynamie nous permet aussi d'avoir un renforcement de l'effet terroir dans les vins. Pour moi c'est très important.
Je pense pas que effectivement les macérations apportent une dimension au vin. Elles complémentarisent plutôt ce que nous apporte le terroir. Et avec cette garantie, ça c'est très important pour moi de faire des vins tous les millésimes secs. Des vins de gastronomie à la fois secs, non stabilisés. C'était un gros challenge pour nous à Geberschwir, étant donné que les terroirs nous permettent aussi de faire à l'opposé des très beaux vins de surmaturité avec du sucre résiduel, type vendange tardive. On a eu une grosse période où ces vins étaient plébiscités sur notre commune parce que, notamment le muscat dans le Grand Cru Golder, en surmaturité, sur un vin liquoreux, c'est très très bon, mais aujourd'hui c'est peut-être moins dans l'air du temps pour certains consommateurs. Pas tous, mais voilà. Aujourd'hui, tu te verrais vigneron conventionnel? Ah non, plus du tout. Je préférais à ce compte-là prendre une autre direction. C'est vraiment un épanouissement. La gastronomie ou le jardinage, ou rester dans le côté nature, mais ouais, effectivement, ouais, un épanouissement, on peut dire ça. C'est un ensemble, quoi. C'est un ensemble, un équilibre. Allez. Comme tu disais, effectivement, c'est vraiment très glouglou, hein, très vin de copain. On est vraiment sur un vin d'été, quoi. C'est ça. On est sur un vin facile. À la première approche qu'on pourrait classifier de rosé, mais pas du tout en fait, parce qu'en bouche, on est sur une structure beaucoup plus puissante, avec quelques épices, quelques fruits assez exotiques, la grenade, grenadine, on se voilà. rapproche plus du côté fruits agrumes, plus que fruits rouges. Exactement. Et donc ça reste très frais. Alors les macérations, on aime bien les boire à température comme un vin rouge théoriquement, donc plutôt chambré. À se méfier quand même de la météo. Si on veut servir ça en terrasse, qu'on a mis les verres sur la table en plein soleil, il va vite remonter à température. Donc moi je préconise quand même en été de le mettre un petit coup dans le réfrigérateur, ça lui fait du bien, et il remontera vite en température. Mais de les servir glacés, frappés, c'est vraiment une erreur magistrale. C'est comme mettre un vin rouge au frigo. Voilà, ça lui ferme le nez, ça durcit la bouche, et le vin n'est pas épanoui. 13-14 degrés, quoi. Ouais, c'est ça. Je mets entre 12 et 15 sur les services, entre 12 et 15. Et effectivement, on est content d'avoir fait ce vin-là aussi pour avoir un premier produit d'appel. C'est bien d'avoir fait des vins de terroir en macération, c'est super, mais il faut des vins pour toutes les occasions. C'est pas tous les jours Noël ou tous les jours Pâques, on reçoit pas tous les jours sa famille. Des fois, il y a aussi juste le voisin qui a une petite soif, et du coup, ça permet d'avoir un vin en cave. On le sort de la cave, comme ça, on peut le déboucher directement et le boire tel quel. Pas besoin de préparation préliminaire, ça c'est assez important, parce que je pense que souvent on est dans ces psychoses de voilà, le vin, faut qu'il soit frais, faut qu'il soit comme ça, faut que je le carafe, faut que je carafe pas. Prends-le. Voilà, on prend, on débouche, on le boit. S'il y a besoin d'attendre 5 minutes, on attend 5 minutes. L'accord qui t'a le plus surpris sur ce vin? Parce que là, avant on parlait plutôt de plats d'été. Oui. J'imagine que forcément tu as des fatigues, c'est parce que j'imagine que tu dois te sortir régulièrement. Ouais, effectivement. Alors, tu as déjà dû avoir des surprises sur certaines choses, quoi. Moi j'aime bien le proposer un peu comme ça en apéritif, parce que la première approche, quand on reçoit un couple d'amis, ça fait un moment qu'on n'avait rien en bouche et on a les papilles vraiment ouvertes, et en fait c'est pas un vin qui va instaurer un caractère précis, un amer très, très pointu, un agrume très pointu, une acidité très vive. Non, ça va être facile d'approche, et du coup moi je l'aime bien dans un contexte d'apéritif, de réception, voilà, le premier moment de la soirée ou de l'après-midi avec des amis, c'est facile, c'est convivial. Après à table, c'est de la cuisine pas compliquée, à base de légumes, c'est bien, frais, une salade fraîche, ça passe bien. Si derrière on veut, pour les gourmands, un petit morceau de fromage, ça peut bien passer. Pas un fort caractère, peut-être quelque chose de plus crémeux, voilà, et facile, copain. L'histoire viticole du domaine est récente. C'est le grand-père de Vincent qui débuta la commercialisation de son vin en bouteille dès 1957. Comme beaucoup de domaines en Alsace, l'arrière-grand-père était forgeron et plus réactif. Lorsque le père de Vincent reprit la suite en 1981, le domaine n'exploitait que 2,5 hectares. En 2000, le domaine comptait 4 hectares et aujourd'hui une petite dizaine, dont le Grand Cru Goldert.
Partons à la découverte de ce deuxième vin et comprenons en parallèle mieux ce qui a poussé Vincent à orienter sa production vers les vins de macération. Voilà. Donc le second, comme on l'a dit, toujours une macération. Mittelweg, qui est un des terroirs cadastrés au sein du Grand Cru à Geberschwir, le Golder. C'est l'entrée du Grand Cru en venant du village. Cette route qui mène à Vöglingshofen, entre les deux villages, c'est le chemin du milieu et c'est pas difficile à comprendre étant donné que voilà, c'est une route qui passe en plein milieu du Grand Cru. C'était un chemin à l'époque, maintenant c'est plus une route touristique. Et dans ce Grand Cru, on a effectivement les muscats qui ont un historique très, très important, notamment les muscats petits grains, roses et blancs. Les isotonnelles ont toujours été moins publicités dans ce terroir-là, les vignerons en ont planté beaucoup moins. On avait vraiment cette variété de raisins qui s'exprimait, et pas pour développer un caractère variétal du muscat, mais plutôt pour exprimer la nature même du sol. Avec les marnes argileuses, on a des sols profonds, des sols qui peuvent faire mûrir le raisin de manière assez linéaire et assez tardivement. Donc on peut vraiment, je pense, créer tout style de vin dans ce type de terroir. On peut à la fois récolter suffisamment tôt pour faire un vin sec, ou aller dans l'excès de la surmaturation et du passerillage même, j'aimerais dire, parce qu'on ne surmature pas toujours beaucoup dans ce type de cépage et dans ce terroir-là. Et donc, macération de 25 jours. Pour ce 2019, c'est uniquement en grappe entière. Avec les quelques raisins qui ont été pressés, l'équivalent de 10%, on obtient un jus, on remet le jus sur les raisins le lendemain après débourbage, et là effectivement on lance une macération de 25 jours, la fermentation se passe et on décuve quand le vin est à optimal dégustatif, on va dire que voilà, il faut que ça goûte correctement, et là on décuve. L'élevage, la nouveauté de l'élevage par rapport à ce vin-là pour cette année, pour le 2019, c'est les jarres en grès. On a eu l'occasion sur ce millésime de faire 12 hectos dans une jarre, et le restant, il y avait un petit reste dans une cuve inox comme les millésimes précédents, et la différence était flagrante quand même. Dans l'inox, c'est pas que c'est inintéressant, mais c'est souvent un peu réducteur en élevage, c'est un peu stressant sur un muscat. Moi, j'ai jamais été très fervent des muscats en foudre, mais peut-être parce que j'avais aussi de fûts pas assez petits pour accueillir le muscat en élevage, c'est sans doute une des raisons principales. En revanche, pour moi, la jarre, c'est vraiment un contenant assez intéressant pour ce cépage-là. Voilà. Mittelweg 2019. Donc on a un joli nez plutôt floral, pour moi pas assez encore abouti, mais ça on en est aussi sur la même problématique que le trio, c'est que la mise a été faite fin avril et que c'est vraiment, là en plus on est dans un vin de terroir. Le Golder, historiquement, on sait aussi que sur tous les vins qu'on produit dans le Golder, ils ont vraiment besoin de temps, même en bouteille. C'est pas rare qu'on goûte des bouteilles qui ont une trentaine d'années et qui sont vraiment magistrales. Là on est à 2 mois malheureusement de mise. Cependant, toujours dans cette optique de mise en bouteille sans intrants, sans sulfite, on peut dire que le vin se remet assez vite en place. Moi je préconise quand même d'attendre encore, si c'est possible, une bonne année de bouteille. Là c'est vraiment l'optimal, ouais. De goûter un vin qui est ouvert depuis quelques jours, c'est assez intéressant, parce qu'en fait on exprime des arômes plus évolués, et le vin est plus assis et plus droit dans ses bottes, quoi. Là, on s'oriente plus vers des fruits à chair jaune, quoi. Ouais, on a des fruits à chair jaune, effectivement. Alors, je sais que sur les millésimes précédents aussi, quand le vin aura une bonne année de bouteille et qu'il sera bien épanoui, on va, à l'ouverture, souvent on exprime des fois un peu de litchi, bizarrement. Alors, un client va vous dire, voilà, j'ai trouvé, c'est du Gewürz, pas du tout. Ça, je pense que c'est vraiment le Golder qui apporte ce côté exotique de ces arômes. Et ensuite, derrière, on revient sur le raisin frais, le raisin de muscat qui est toujours présent, quoi.
très sec, très gastronomique, et à la différence du trio, le précédent, c'est vraiment la salinité du terroir qui s'exprime avec une suavité tout au long de la bouche et un grand bain gastronomique. C'est très ample. Hein. Oui. Là, on sent quand même la puissance du Goldberg. Il y a quelque chose. Quoi. Oui. Il y a... Alors, pour cette macération, peu de tanins, plutôt des amers. Les amers qui sont naturellement présents dans un muscat même vinifié en pressurage, hein, mais là on renforce ces amers, et ces amers sont très intéressants parce qu'ils structurent le vin tout au long de la bouche. Ils ne sont pas très durs, mais c'est eux qui vont créer le lien entre le plat et le vin, quoi, vraiment. Sur des poissons crus, cuits, du homard. Sauce, pas sauce là Non. Non, on va éviter quand même. Hein. Non. Hein, sur des fromages intéressants aussi, mais en simple apéritif aussi, là, hein, vraiment. Sur des fromages un peu plus affinés quand même. Oui, Parce oui. que là, il y a une... Tout à fait. Ouais, exactement. Exactement. Avant, on parlait de ton arrivée sur le domaine et de la conversion à la biodynamie. La macération, pour toi, c'était une suite logique ou finalement un apprentissage qui a fait que ça... Alors ça m'est pas venu comme ça, mais j'avais envie de... On était en biodynamie depuis 2006, et j'avais beaucoup de copains qui me disaient « mais il faut que tu fasses des vins sans sulfite, c'est super dans ta démarche ». Alors je leur expliquais au début que dans notre style de vinification que j'avais prolongé suite à ce que faisait mon papa, on avait souvent des sucres un peu avec du sucre résiduel, ou voire des fois un peu massivement, et je me sentais pas encore de ne pas stabiliser le vin, si ce n'était qu'un tout petit peu, quoi. Et ma frustration était plutôt dans le fait de ne pas produire des vins exclusivement secs. J'avais fait beaucoup d'essais en récoltant des fois plus précocement. Et c'est pas toujours flatteur pour le vin parce que sur Geberschwir, on l'a dit, terroir assez puissant, peut-être des maturités plus tardives, et du coup de récolter de manière trop précoce, là on est sur des maliques très très élevés, une dureté du vin qui va bien sûr s'épanouir, donc avec 4-5 ans de bouteille, mais bon on peut pas toujours attendre 4-5 ans avant de les vendre, quoique ça pourrait être bien aussi, mais dans ces vins là c'est pas le cas en tout cas. Et c'est en goûtant un collègue vigneron dans le Bas-Rhin, on a cité le village tout à l'heure, à Mittelbergheim, je me suis dit c'est super cette approche, et en fait cette personne-là m'a dit comment tu fais ton pinot noir? Voilà, je fais une macération. Elle a dit t'as qu'à faire exactement la même chose avec tes autres raisins, et puis peut-être que... Et je me suis lancé comme ça en faisant 3 petites cuvées, et je m'étais dit dans tous les cas moi j'en boirais un paquet, et avec mes copains, et mes copains en boiront sûrement aussi, mais il se trouve que ils ont vraiment pris le devant de la scène de manière rapide, quoi, et c'était... Je me suis longtemps cherché dans un style de vin sans vouloir copier ce que font certains ou d'autres, mais je pense que chacun a besoin de se retrouver dans ses gestes, et ma foi aujourd'hui c'est un peu ancré dans le domaine, à tel point qu'en 2019 aujourd'hui c'est devenu la pâte Vincent, quoi. Vraiment, ouais. Bah, en 2019 on a fait 80% des vins, 80% de notre surface a été utilisée pour faire de la macération quand même, quoi. Donc si je te posais un problème, aujourd'hui forcément tu n'en fais quasiment plus usage? Non, pas du tout. Voilà. Aucun, il y a aucun. Mais après, tu te l'interdis pas, quoi. Ah non, si un jour j'ai un... Alors ça aussi, c'était un paramètre... oui, ça pose problème, mais en fait, il se trouve que, historiquement, sur des cuvées que je pressais longtemps, en élevage long aussi, une fermentation longue aussi dans ce cas-là, c'est souvent en début d'été qu'on peut voir venir les problèmes de fin de fermentation, avec quelques sucres résiduels qui restent, on touche pas, tout ira bien, et on tourne vers des graisses, des piqûres, et là, on est... Voilà. Soit on perd la cuvée, soit on essaie d'aller dans un schéma très conceptionnel, enfin voilà, un concept non, ou alors un concept un peu égaré, quoi. C'est-à-dire que voilà, on laisse le vin comme ça, tant pis pour la piqûre, on la laisse et on assume la volatile. Non. Après, voilà, souvent ce qu'on a fait dans ces cas-là, c'était une filtration déjà pour casser la graisse et un petit sulfitage, et après on rentrait plus dans l'éthique. Et puis en plus le profil du vin, au final, c'était pas toujours quelque chose qui me plaisait.
Moi, je dis pas que la macération c'est une vinification sereine, mais pour moi, c'est quand même beaucoup plus serein. Il faut juste faire au préalable ce qui est important, quoi. C'est-à-dire à la vigne, avoir une vigne préparée à ce type de vinification, avec une vigne équilibrée, du tressage, et puis derrière, un tri. Mais ça, on l'a toujours fait, même quand on faisait pas de macération, un tri exemplaire, quoi. Je pense qu'en Alsace, c'est ce qui fait la marque de fabrique de nos vins, quels que soient les vignerons, quel que soit le type de vinification. On est quand même sur des tris, beaucoup de structures. Moi, je goûte beaucoup de vins, et puis beaucoup de structures l'ont compris. Les structures qui veulent faire des grands vins font un tri énorme, quoi. Aujourd'hui, finalement, les vins que tu produis sont à ton image, c'est-à-dire sans artifice, C'est vrai, ouais, moi j'aime bien, j'aime pas trop les artifices, tu l'as dit. J'aime bien le naturel, j'aime bien le bois, j'aime bien la pierre, j'aime bien ne pas trop protéger beaucoup de choses. Il faut juste utiliser le bon matériel à la base, avoir des bonnes bases. Ouais, des bonnes bases, on peut dire ça comme ça. L'orientation vers les vins de macération débute en 2016. Comme le précise Vincent, les terroirs de Geberschwir s'y prêtent, avec des calcaires plus ou moins profonds et des marnes argileuses qui apportent de la puissance au vin. Nous finissons cette découverte avec Vincent qui aborde avec nous l'avenir du domaine et surtout la découverte d'un Gewürztraminer en macération qui est juste bluffant. Et bien donc, le Neuweg, troisième macération, terroir calcaire. Alors le Neuweg est un terroir qui se situe sur le flanc sud-est du village. Il y a une rue qui sort du village à ce moment-là, à cet endroit-là, ça s'appelle la rue Neuve, donc le Neuweg, quoi, c'est juste à côté, facile. Terroir calcaire, majoritairement des Gewürztraminer dans ce terroir-là, et donc on est sur une macération de Gewürztraminer 2019. 100% de dégrappage sur ce vin-là. Pour la simple et bonne raison que les premiers Neuweg que j'avais fait, je les avais fait en grappe entière, j'avais pas assez de couleur pour moi. Je voulais le Gewürz, c'est rose, et moi je pensais avoir un rose ou au moins orange, et c'était pas le cas. Et du coup, en discutant avec mon œnologue, elle me disait si tu veux un peu plus de couleur, faut les grapper, faut un peu agresser ton raisin. Mais c'est pas ce qui s'y prête assez bien quand même le Gewürztraminer, parce que les peaux sont quand même assez fermes. Et à l'égrappage, on sort en billes, c'est pas déchiqueté, il n'y a pas de trituration massive, quoi. Gewürztraminer sec. Important ça. Découvrons. Ce que j'adore dans ce vin, c'est qu'on sort des clichés du Gewürztraminer. Déjà le côté sucraillon, bon ça, à la limite, ça peut passer, mais les arômes de litchi qu'on entend souvent, là on les a pas du tout, on a l'épice en fait. Et das Gewürz, c'est quand même l'épice, et je pense qu'un Gewürz doit être épicé, dans tous les cas, qu'il soit sucré ou pas. Et là, on est sur un Gewürz sec qui a une belle trame aromatique qui le caractérise vraiment beaucoup. On n'est pas sur l'opulence du cépage, là, on est vraiment sur les épices, quoi. Sur les épices. Ça pique même le nez, quand on respire fort, c'est presque un peu comme la moutarde, ça. T'as un petit côté poivre, c'est pas vrai, mais j'arrive pas à trouver le... Ouais, c'est giroflé, gingembre, girofle, il y a beaucoup de clous de girofle aussi, un peu le côté. On est plus dans la finesse là. On est vraiment dans la finesse. On a une belle le côté calcaire là, du sol qui apporte cette trame linéaire et saline, et une acidité prononcée. Moi, c'était ma grande crainte sur le Gewürztraminer. Je me suis dit, si je fais un Gewürztraminer sec qui n'a pas d'acidité, ça va être compliqué. Et en fait, c'est salivant. C'est salin. C'est salin.
il y a plein d'accords à faire avec ce vin-là. Oui, mais justement, ce que j'allais dire, parce que là... Faut pas hésiter à aller sur une viande grillée pour remplacer un rouge. Je vous assure que sur une côte de bœuf grillée au barbecue... Ouais. Énorme. Gros coup de cœur sur l'accord avec les fromages, avec des bleus, avec des fromages persillés. J'ai fait une fourme l'autre soir, fourme d'Ambert, avec ce... J'avais un ami, pas du tout, juste néophyte, qui m'a dit, mais là, c'est le mariage parfait. Top. Ouais. Une viande juste grillée, comme ça. Exactement. Certains de mes sommeliers même vont sur du foie gras, alors qu'on accorde volontiers plutôt des gewürz sucrés sur des foie gras, mais je pense que ça, sur un foie gras, effectivement, c'est... Mais là, tu as vraiment le palais bien rincé avec ça, donc forcément, le foie gras s'exprime encore plus. Quoi. Tout à fait. C'est pas surprenant, non je fais partie de ces gens qui estiment que pour le foie gras, un vin sucré, c'est presque une hérésie, quoi, parce que ça sature les palais. Oui, c'est vrai. Souvent, ça crée de la lourdeur sur le gras du foie. Un vin aromatique, oui, mais sucré, non. Exactement. Alors il goûte sucré, hein, il a beaucoup de gras, et souvent on me dit « Ah ben ouais, mais t'as quand même un petit résiduel là-dedans, t'as 5-6 grammes », alors on pourrait y croire, mais analytiquement il y a 0,4 grammes de sucre résiduel, donc on n'est plus du tout sur la sucrosité, mais assez gourmand. Hein, en première approche pour ces vins-là, pour la série on n'a pas goûté toutes les macérations, mais quand on goûte toute la série, souvent ça c'est un peu le coup de cœur parce que c'est, voilà, les gens se projettent bien, on va ouvrir ça avec des amis, ça va plaire quoi. Mais le Gewürztraminer a ce côté flatteur, comme le Pinot Gris peut l'avoir aussi dans un autre registre. Et les Muscat Sylvaner, peut-être, on en parlait tout à l'heure, c'est peut-être pour ça qu'ils ont été un peu en perte de vitesse, parce que soit c'est mal compris, mais si c'est très bien vinifié et qu'on a une cohésion une corrélation entre le cépage, le terroir et le style de vinification, on est dans le vif du sujet. On va finir avec la dernière question qui va bien. Après ton arrivée au domaine, ton approche de la macération, l'avenir du domaine, ça va être quoi? L'avenir? Qui peut prédire l'avenir? Là, on est quand même dans un lieu qui commence déjà un peu à parler de l'avenir. Effectivement. L'avenir du domaine, moi j'ai bien envie de continuer à faire ce style de vin, à rester dans ce lieu qui nous tient à cœur, parce que c'est la finalité d'une longue ascension, on va dire, une longue démarche. Mon père est quand même parti on retrace quelques chiffres, hein, 1957, 2 hectares de vignes, 1980, toujours que de 3 hectares, 2000, on est à 4, et ensuite on peut augmenter la superficie de manière à vendre plus de vin, parce qu'on arrivait toujours de commercialiser du vin, c'est quand même un bonheur de partager nos flacons avec des clients, de passer certes des heures, mais du coup, quitte à y passer des heures, autant le faire dans un lieu assez solennel, magistral, avec juste la vigne derrière, le début du Grand Cru Golder qui se prolonge ensuite sur la partie nord du village. On a toujours eu comme emblème sur nos étiquettes cette église, l'arrière de l'église qui est vue quand on descend de la route en venant du Firsplan, et non la façade qui est vue de la place du village. Et en fait, ça prend tout son sens au jour d'aujourd'hui, parce que ce jardin était un jardin familial et on y a logé notre caveau, et je pense que c'était un choix judicieux. Et l'avenir aujourd'hui, 10 hectares de vignes, est-ce que forcément l'avenir sera dans l'expansion du vignoble? Alors pas pour ma part, moi je pense vraiment que ces 10 hectares forment un équilibre pour moi, et ça me permet vraiment de rester vigneron. En fait, j'arrive ce matin, j'étais dans les vignes encore avec mes 2 copains, et de vendre du vin c'est bien, de voyager pour le vendre c'est très bien, de faire que ça c'est peut-être plus la finalité de ce métier-là. Il faut rester dans sa cave. Non, pas du tout. Après, à voir. Hein, si on est plusieurs personnes un jour à faire le même métier, on peut aller au-delà des frontières. Mais par exemple, ou d'autres, hein, non mais qui même me suivent, hein, ceux qui ont envie de partager des aventures, moi je suis ouvert. Hein. Maintenant, c'est vrai que 10 hectares là en Alsace, c'est bien, c'est une taille acceptable. On verra l'avenir. Je ne saurais pas te dire où je serai dans 10 ans, mais j'espère bien que les vins du domaine et les vins des domaines gros à Gewürztraminer ressembleront à ça pendant un bon nombre d'années. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Hein. Allez, chin. Skate.